d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de ce colloque auquel je me fais une énorme joie de participer. Attendez, j'essaye de régler le micro, c'est pas évident. Vous m'entendez ? Parfait. Alors, du coup, je me présente, je m'appelle Carla Scalisi, je suis doctorante à l'École des Chartes. Je travaille sur plusieurs fonds à la BNF, dont notamment le fonds Piaf et d'autres fonds, d'autres femmes dans la chanson française, Catherine Sauvage par exemple, et Marie Dubas notamment, ce fonds qui va bientôt être constitué. Aujourd'hui, je vais vous parler de La joie de vivre, une émission culte des années 50 qui a quand même révolutionné quelque part la starification, la construction de la star, et qui offre quand même un cadre très 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 intéressant aux vedettes qui vont participer pour structurer leur légende, voilà, et pour avoir des éléments de narration pour la construction de leur personnage, voilà. Mais du coup, avant pour la présentation. Et pas là Vous l'avez pas apporté? Vous l'avez pas envoyé? Si, je l'avais envoyé. Alors elle doit être là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je me disais, il y avait. Elle est là, vous embêtez pas. On a deux dossiers. Oui. Alors. Vous voyez cette photo que je trouve incroyable. C'est une photo de l'épisode de La joie de vivre de Gilbert Bécaud. Et du coup, là, vous voyez Henri Spad, Jacqueline Joubert, Jacques Pis, le premier mari d'Édith Piaf. Et Édith Piaf, on va lui remettre en fait les bravos du musical. Et c'est un moulage en fait de ses mains qui est conservé, je pense, au Mucem. Voilà, juste pour la petite anecdote. Voilà. Du coup, je pense que avant de parler de La joie de vivre, avant de retracer un peu l'histoire de cette émission, il faudrait peut-être donner quelques éléments de contexte. Du coup, plutôt les années 50, en fait, ce qui se passe, puisqu'il faut dire que La joie de vivre, c'est une émission qui commence à être diffusée à partir de 52-54 jusqu'aux années 60. Du coup, jusqu'à 1960, en direct du théâtre de l'Alhambra à Paris, et on est quand même dans une période de gros changements, voilà. Du coup, on a d'un côté ce qui permet à La joie de vivre en fait de trouver sa légitimité en tant qu'émission pour la starification. Du coup, c'est le fait qu'on se retrouve d'un côté avec des médiums d'information qui sont quand même présents. Du coup, on a d'un côté la radio, de l'autre côté le musical. Mais en fait, ce qu'apporte la télévision, c'est quand même quelque chose d'incroyablement novateur. C'est un élément novateur, c'est l'image, c'est le corps, c'est le fait en fait d'avoir l'impression que la vedette s'invite chez les Français, quoi. C'est-à-dire, dans chaque foyer, on a l'impression qu'il y a une certaine proximité, c'est une fausse proximité, mais qui crée, du coup, quelque chose d'extrêmement intéressant. On a d'un côté la radio, du coup, qui était quand même un médium d'information extrêmement présent dans les foyers des Français. On avait d'ailleurs, je crois, également des émissions, des feuilletons radio à l'époque, surtout entre les années 40 et les années 50. Il y avait également des émissions. Et de l'autre côté, il y avait le musical qui jouait un rôle très, très, très important. C'était quand même assez démocratique, le musical. Et ce qui permettait quelque part d'avoir plusieurs tarifs et d'accéder assez facilement au musical. On pouvait voir des artistes comme Fred, comme Berthe Silva. Apparemment, il était une énorme star à l'époque. Et il y avait déjà ce concept de variété, puisque en fait, déjà, ne serait-ce que la structure du musical était très intéressante. Il y avait une première partie, il y avait une vedette américaine, il y avait la vedette, et il y avait plusieurs numéros qui n'étaient pas uniquement de la chanson. En fait, il y avait du théâtre, il y avait également, par exemple, des danses, et c'est ce qu'on essaye un peu de recréer dans La joie de vivre avec la présence des Bluebell Girls du Lido qui ouvrent la plupart des épisodes. Mais il y a quand même un énorme problème pour le musical, c'est le fait que le musical souffre de ce qu'on pourrait définir un certain parisianisme. C'est quand même extrêmement facile d'accéder au musical, surtout pour les classes populaires, pour tous ceux qui habitent à Paris ou en région parisienne, mais c'est quand même extrêmement compliqué pour ceux qui sont en Provence ou dans les campagnes. Et il n'y avait pas ce phénomène des tournées quelque part, du coup c'était quand même très compliqué d'accéder au musical. Du coup, la télévision va quelque part
changer la perspective, même s'il faut quand même le souligner, dans les années 50, seul un foyer sur 10 a un poste de télévision. Mais, paradoxalement, cela permet quelque part de se focaliser, de créer, d'apporter cette dimension fortement collective, cette dimension fédératrice. On se retrouve chez les uns et les autres pour regarder des émissions de télé, et il y a ce côté fortement fédérateur et qui s'inscrit un peu dans cette dimension de raconter des histoires, des hommes qui se retrouvent autour du feu pour raconter des histoires, pour se raconter des histoires, pour transmettre quelque part certaines histoires. Et il y a une forte dimension de transmission du coup. Et il y a des émissions comme La Joie de Vivre, comme 36 Chandelles ou L'École des Vedettes ou encore le petit conservateur de Mireille qui vont jouer un rôle extrêmement important dans la chanson et qui permettent à certains artistes, en fait, de construire leur carrière, d'être repérés d'un côté, ou d'autres artistes, par exemple, des générations de l'entre-deux-guerres, de trouver un nouveau public. Et c'est quand même fortement intéressant. Ce qui nous fait arriver quelque part vers le point principal de cette communication, c'est du coup la définition de la joie. En fait, c'est de donner une définition à ce programme, d'essayer de comprendre en fait quelque part qu'est-ce que la joie de vivre peut effectivement apporter. Et il y a quand même une énorme différence avec les autres émissions de variété, puisque 36 Chandelles, d'un côté, c'est axe son programme autour de la chanson, ou quand même de plusieurs numéros qui s'enchaînent. Et le fil conducteur, c'est toujours la chanson, ce sont toujours des performances. Alors que pour La Joie de Vivre, il y a quand même un élément qui est très intéressant, et c'est le récit. C'est-à-dire que le fil rouge de La Joie de Vivre, c'est plutôt la vedette, l'invité principal. Et par exemple, on a plusieurs émissions avec plusieurs vedettes, plusieurs artistes, plusieurs personnages de la scène culturelle parisienne, notamment je pense à Marie Dubas, je pense à Édith Piaf, bien sûr. Et ce qui fait, et du coup, il y a ce fil, c'est effectivement la vie de la vedette. Et la vedette commence à évoquer des personnalités qui l'ont énormément inspirée. Par exemple, je pense, Piaf, dans sa joie de vivre, elle évoque Raymond Assaut, et du coup, il y a Raymond Assaut qui chante une chanson, où elle évoque Marguerite Monod, et il y a Marguerite Monod qui se produit au piano. Et c'est exactement ce côté-là qu'il faudrait vraiment mettre en avant. Du coup, d'un côté, tout ce qui est variété, parce qu'il y a quand même plusieurs pratiques culturelles, on pourrait dire, mais on verra ça plus tard. Et de l'autre côté, il y a cette forte dimension de construction du récit, qui est quand même très importante, et qui va jouer un rôle extrêmement important à partir des années 50. Alors là, je pense qu'on peut montrer la première vidéo. Je sais. Derrière. Ok. C'est l'autre dossier. Il est derrière. Voilà. Et du coup, attends. Cliquez, ouais. Voilà. Juste pour donner un peu de contexte, c'est le générique de La Joie de Vivre de Jacqueline François. Alors, je sais que très 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 peu de gens connaissent Jacqueline François. Je dis en général. Je suis sûre que vous la connaissez. Mais elle a quand même incarné la chanson française à son époque, à l'international avec Mademoiselle de Paris. Et c'était quand même à l'époque une artiste extrêmement connue. Et j'ai choisi ce générique puisque ça montre bien en fait le côté chant à répondre, puisque c'est quand même assez intéressant. La joie de vivre un peu à cette structure du musical où il y a d'un côté l'interaction avec le public, les chants à répondre. Il y a plusieurs refrains qui sont repris par le public et l'orchestre en même temps. Et c'est très intéressant à mon avis de regarder. Voilà. C'est quand même incroyable, cette dimension de musical, en fait, ce qu'on essaie de recréer à la télé, puisque c'est carrément une émission qui est diffusée en direct. Et du coup, on reprend les codes du musical, des soirées de gala, les hommes ils sont tous en smoking. Et il y a cette dimension vraiment fédératrice, et du coup, on a l'impression d'être là dans le public et dans l'assistance. C'est vraiment...
Et du coup, là, je ne sais pas si on aura le temps, mais j'aurais bien voulu montrer un petit extrait de la présentation de Piaf. Malheureusement, d'un point de vue de la qualité de la vidéo, elle laisse un peu à désirer, mais ça on en parlera plus tard pour des méthodes de conservation. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette dimension d'interaction avec le public qui est très 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 forte et qui s'ancre parfaitement dans cette dimension du musical. En fait, c'est vraiment une tradition qui est reprise, qui est revisitée en permanence, et c'est vraiment très intéressant de constater à quel point la joie de vivre en fait permet quelque part de transmettre certains codes du musical qui sont quand même très importants. Et on verra d'ailleurs que quand on parle de variété, je pense que c'est quand même cette émission et on peut la considérer comme un cocktail de genre, c'est-à-dire que mais déjà même les artistes, par exemple, on découvre Charles Aznavour qui se met à danser des ballets russes. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand même un point très important pour ses origines. Et d'ailleurs, une petite anecdote très 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 intéressante. Apparemment, Piaf adorait les chansons russes. Et apparemment, il pouvait passer des heures avec Charles Aznavour à écouter des chansons russes en voiture entre 1950 et 51 quand ils partaient tous les deux en tournée. Et là, je vais vous montrer cette vidéo. C'était la joie de vivre de Charles Aznavour. Je vous conseille, si vous avez accès à Ina Media Pro, je vous conseille de regarder, puisque c'est fort intéressant. En fait, on découvre des facettes d'Aznavour qu'on ne connaissait pas du tout. Mais ce n'est pas uniquement pour Aznavour, on verra plus tard avec d'autres artistes. Et en fait, c'est exactement cet effet-là qu'on recherche. Et du coup, alors, pour avoir un petit point technique, il faut dire que les méthodes de conservation étaient quand même très rudimentaires, puisque déjà la première joie de vivre qui a été enregistrée, c'est la joie de vivre de Piaf. Mais la technique était celle du kinéscope. Et du coup, c'était une technique très rudimentaire puisque on plaçait une caméra à 16 mm, je crois, juste à côté d'un poste de télévision et on captait l'image qui passait à la télé. Du coup, c'était quand même, en termes de qualité, c'était pas terrible. Par contre, je pense qu'un élément qu'il faudrait souligner quand on parle vraiment de démocratisation de l'information, c'est le fait que cette émission était diffusée également sur Paris Inter, l'ancêtre de France Inter. Et du coup, normalement, on devrait, je dis on devrait puisque c'est pas toujours le cas, on devrait avoir des versions audio de la plupart de ces émissions-là. Par contre, comme par hasard, on a perdu un enregistrement, celui de Marie Dubas. Moi, je me rappelle, j'adore Marie Dubas, du coup, j'ai fait énormément de recherches. Et j'ai posé innocemment la question au fils de Marie Dubas, pourquoi la joie de vivre de sa mère n'avait pas été conservée. Et il m'a dit qu'apparemment, il y a eu des problèmes, elle n'a pas été répertoriée, voilà. Mais lui, de son côté, qui était à l'époque un jeune bachelier, avait enregistré la performance de sa mère sur un magnétophone. Et ce qu'on va écouter aujourd'hui, c'est un document totalement inédit et qui pourra bientôt, j'espère, intégrer la collection de l'INA. Et je vous préviens, la qualité du son est pas terrible. C'est très touchant. Je sais que en termes de qualité, c'est pas terrible. On essaie de faire ce qu'on a pu, mais j'espère que l'INA pourra s'en occuper, pourra restaurer cette pépite. Améliorer le son. Ah oui, carrément. On verra. Mais en tout cas, pour la petite info, le Douka Boulot était un poème de Francis Carco que Marie Dubas adorait. Et du coup, il a été mis en musique. Et c'est quand même très dommage, et apparemment, il faisait une petite chorégraphie du coup, avec sa robe blanche. Et très peu de gens savent que Marie Dubas a énormément inspiré Piaf. Et il y a d'ailleurs un petit passage dans cette joie de vivre où Piaf est dans le public. Et du coup, elle tient à exprimer son admiration pour son amie et sa collègue Marie Dubas. Alors là, on arrive à la fin de cette communication et il faudrait quand même, parce que là, on n'a pas trop parlé de Piaf, puisque quand même, on en parle tout le temps, voilà. Mais je pense que le passage de Piaf à la joie de vivre, du coup, au mois d'avril 1954, a été l'un des passages les plus iconiques, quelque part, puisque ça a permis à Piaf de cristalliser sa légende, qui était déjà assez connue, surtout aux États-Unis, voilà, et d'essayer de structurer les éléments fondateurs, quelque part, de sa construction et artistique et personnelle.
Et c'est vrai que quand même, La Joie de vivre est un écran à vedettes. C'est une émission qui donne vraiment la possibilité aux vedettes de construire leurs propres personnages, leur propre parcours, de véhiculer certains messages et peut-être de contribuer quelque part à une sorte de... on pourrait dire que c'est une sorte de promo antélittéram, mais une époque où la promo n'existait pas du tout, c'est pas comme aujourd'hui. Mais quand même, cela donnait la possibilité, par exemple, à des artistes qui étaient connus avant la guerre, par exemple, de trouver un nouveau public et à des jeunes artistes de se faire connaître. Et c'est pour ça que, du coup, il y a d'un côté cette dimension fortement narrative de la vedette principale, du coup, de l'invité, mais de l'autre côté, c'est quand même une émission qui donne la possibilité à d'autres artistes de s'exprimer, voilà. Et à ce sujet, il faut quand même rappeler que l'émission change de nom en 1956. Les joies de la vie, toujours présentées par Henri Spade et par Jacqueline Joubert, et toujours au théâtre de l'Alhambra. Et il y a des épisodes, je trouve, extrêmement touchants. Et j'ai choisi pour vous, pour conclure cette communication, un extrait qui me touche tout particulièrement de La Joie de vivre d'Odette Laure. Et c'est un extrait, du coup, sonore de Piaf, qui ne pouvait pas être là puisqu'elle venait de subir une opération, et qui révoque, du coup, avec Odette Laure, des moments marquants de ses débuts quand Piaf n'était qu'une môme. Du coup, en 1933, quand elle chantait dans la rue avec sa petite copine Simone Berthaud et sa petite fille. Et du côté de l'avenue Gambetta, rue Poincaré, où habitait Odette Laure, qui découvre par le plus pur des hasards cette chanteuse qui a une voix de cathédrale. Du coup, je laisse la parole à Pierre. Et ben voilà, c'était la fin de ma communication. Alors, quelques questions dans la salle ? Oui, merci beaucoup Carla. C'est bien de vous entendre. On avait échangé quelques mails, mais voilà, je découvre votre manière de réfléchir et de proposer. J'ai bien aimé. Merci beaucoup. Merci. Alors j'ai une question et un commentaire. La question, c'est, vous avez dit que cette émission, La Joie de vivre, se construit autour d'un récit de soi, en fait, des artistes. Et j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur la nature de ce récit, parce que j'imagine qu'il n'est pas exactement biographique. Ça serait un peu pesant s'il était simplement chronologique, par exemple. Donc, est-ce que vous avez eu des réflexions sur, finalement, comment ils s'y prennent pour faire récit avec une personne, ce qui est une grosse opération. Et puis, l'autre chose, c'est commentaire. Cécile Prévost-Thomas, si elle était là, se serait régalée à vous entendre, parce que à deux moments, il y a vraiment ce rôle social de la chanson comme élément d'échange et de partage, au-delà de sa composante musicale et au-delà de ce que nous étudions ici dans ce colloque, qui est ces modalités de médiatisation sous l'espèce de la variété ou des variétés. Ces deux moments, c'était dans le générique que vous avez fait entendre, en fait, le fait que l'orchestre, et on en parlait Guillaume hier au café, le fait que l'orchestre joue quelques mélodies tout à fait entrecoupées, mais on reconnaît tout de suite, en fait, on entend les paroles, alors que l'orchestre ne joue que les mélodies. Donc on entend Mon homme, il y a de la joie, la vie en rose, et moi j'avais travaillé sur cette espèce, les variétés en tant qu'une espèce de répertoire commun que tout le monde identifie, en fait. Et puis l'autre moment, c'était cette magnifique, merci beaucoup, cette magnifique anecdote où on comprend que la chanson, c'est encore bien autre chose que son enregistrement et sa circulation. C'est vraiment des ancrages émotionnels. C'est un fil, en fait, c'est un fil qui relie des artistes, qui relie des gens. Et je trouve que c'est quand même extrêmement touchant, voilà. Mais je vous remercie pour vos remarques. Et effectivement, pour la construction du récit, je m'étais posé la question. Et je l'ai vu surtout, je l'ai remarqué avec La Joie de vivre de Charles Aznavour et avec l'épisode sur Piaf.
Et je suis arrivée à la conclusion, je sais pas, je pense que quand même, c'est un récit qui est fonctionnel. C'est-à-dire, c'est un récit qu'on adapte en fonction des artistes qu'on va présenter, en fonction, en fait, de cet équilibre quelque part entre plusieurs pratiques artistiques, puisqu'on a tout le temps les Bluebell Girls du Lido qui ouvrent du coup le spectacle. Après, normalement, on a des comédiens. Et il y a même des sociétaires de l'Académie française. Pour l'émission de Marie Dubas, il y en avait 2, je crois. Et du coup, il y a cette dimension, en fait, polymorphe, quelque part, et qui accompagne le musical et qui a une dimension de vulgarisation aussi. Et de certaines dimensions culturelles qui ne sont pas forcément connues par le grand public. Et je crois que cela rentre parfaitement dans l'émission de la télévision, quelque part, de vulgariser l'information, ces missions de transmission. Voilà, je pense que... Et du coup, le récit, c'est quand même un récit fonctionnel. C'est-à-dire que Piaf, par exemple, dans sa propre joie de vivre, elle n'évoque pas ce moment-là. Pourquoi elle évoque dans la joie de vivre d'Odette Laure, puisque cela permet à Odette Laure de retracer son parcours et l'importance du Café des Arts, dans son imaginaire, dans sa construction artistique et personnelle. Du coup, je pense que c'est quand même un récit qu'on adapte en fonction des artistes qu'on va présenter, des sujets qu'on va aborder. Une autre question ? Moi, j'avais une petite remarque sur le caractère polyvalent des réalisateurs. Lorenzi, on l'a vu tout à l'heure aussi avec la présentation des collègues de l'INA sur le fait que Carbon, il fait à la fois de la dramatique, mais il fait aussi d'une certaine manière de la variété en étant le responsable de l'ensemble d'une journée ou de 2 journées. Et puis Aznavour, qui est une sorte d'homme à tout faire. Enfin, il sait tout faire, danser, chanter, faire des blagues. Voilà. Et donc, je me demandais dans quelle mesure les variétés ne poussent pas à mettre en valeur ou à favoriser des artistes qui ont plusieurs casquettes, voilà. Alors, ça vient de la tradition du musical, et votre intervention était très complémentaire de celle de Laurent Guido hier en particulier. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut-être aussi est maintenu par la télévision. Voilà, c'était une piste comme ça que je lançais, mais ça me frappe beaucoup cette polyvalence et des artistes et des réalisateurs, peut-être aussi d'ailleurs des producteurs, puisqu'ils sont à la fois producteurs de télévision, de radio et de spectacles. Enfin voilà, donc il y a quelque chose là qui est particulièrement intéressant, me semble-t-il. J'avais une autre remarque. Tout à fait d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, je pense notamment à Micheline Dax, qu'on retrouve dans La joie de vivre de Marie Dubas, par exemple, et dans La joie de vivre de Piaf. Et dans La joie de vivre de Piaf, du coup, on la retrouve en tant que comédienne, mais dans La joie de vivre de Marie Dubas, elle fait un sketch chanté. Et du coup, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pareil pour Marianne Oswald, qu'on retrouve toujours dans La joie de vivre de Marie Dubas. Du coup, je pense que quand même, on a cette tendance, mais ça c'est très, ça relève plutôt de la sociologie et de l'anthropologie. On a cette tendance quelque part à coller des étiquettes, à mettre des artistes dans des cases et tout, alors que des émissions comme ça peuvent permettre aux artistes quelque part d'écrire leur récit et de montrer à quel point leur talent est polymorphe. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé des rapports entre la télévision et le public. Vous venez d'en parler aussi, sur le fait que ça permet de sortir du parisianisme ou de partager le parisianisme, je ne sais pas, avec l'ensemble des Français. Mais cette évocation des petits publics qui se rassemblent devant le poste de télévision me paraît une sorte de forme intermédiaire, également festive d'une certaine manière, entre le public de la salle et le public des spectateurs, chacun chez soi, qui serait isolé ou purement familial. Donc il y a une sorte de semi-public, d'ailleurs, ça avait été étudié par Daniel Dayan et Liu Katz dans certaines formes cérémonielles, que là je trouve qui revient là et qui est très intéressant à observer. Et puis peut-être dernière question, et puis il faut qu'on enchaîne. C'était une session qui était consacrée aux producteurs et productrices, mais bon, on case aussi des choses comme dans les variétés, parfois qui sont un peu plus générales. Vous pouvez dire un mot sur SPAD, sur ce rôle-là de SPAD, ou le changement éventuellement de titre de l'émission? En fait, je crois que... Comment dire? Et déjà, j'ai oublié de souligner un point très important, c'est le fait qu'à une époque où on ne parle pas de parité,
on retrouve en fait d'un côté Spad et de l'autre côté Jacqueline Joubert. Ils sont tous les deux co-présentateurs et c'est très 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 important à l'époque et ça montre à quel point en fait on va quelque part vers une nouvelle définition de variété et le fait qu'il y ait quelque part cette alternance, cet équilibre homme-femme est quand même un point très important à mon avis qu'il faudrait souligner. Et peut-être aussi, je suis en train d'y penser en vous écoutant, c'est peut-être une manière justement d'affirmer le caractère télévisuel, puisque Joubert était une speakerine. Et donc, en fait, de faire un duo. Alors, Spad, je connais pas sa carrière, justement, d'où ma question, mais si c'était un producteur de musical ou plus généralement de radio, etc., de le mettre avec une speakerine, tout d'un coup, ça fait télé, quoi. Peut-être il y a cette... Enfin, en tout cas, je fais cette piste. Et je pense, en fait, que je pourrais reprendre, alors là, je sais pas si on aura le temps, mais on pourrait montrer le petit extrait que je voulais vous montrer de Piaf, de la présentation de Piaf. C'est quand même très intéressant de voir comment ils s'équilibrent tous les deux. Et déjà, et je pense que même d'un point de vue symbolique, le fait qu'ils soient des deux côtés, que la personnalité soit au milieu, et c'est quand même très important. Vous verrez, je vais vous montrer. Je crois qu'on n'a pas le temps, malheureusement. C'est très très court, quelques secondes. On n'a pas le temps. Et bon, mais en tout cas, je trouve que cet extrait incarne bien du coup cet équilibre qui commence à se créer et le fait que la femme commence quelque part à trouver sa légitimité en côté, et je pense, et à trouver quelque part sa place, qui n'est pas uniquement liée quelque part à des formes d'apparence et tout, mais vraiment liée à son rôle effectif dans la construction. Oui.